Mes parents m'ont abandonné pendant 9 ans pour s'occuper de ma sœur malade. Quand ils sont revenus, j'ai fait comme s'ils n'étaient que des inconnus. Salut Reddit. Alors, ça va être une longue histoire, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Mes parents m'ont littéralement abandonné pendant 9 ans pour s'occuper de ma sœur malade. Et quand ils se sont enfin souvenus de mon existence et ont essayé de revenir dans ma vie comme si de rien n'était, j'ai fait semblant de n'avoir absolument aucune idée de qui étaient ces inconnus. La tête qu'ils ont faite? Un pur délice. J'ai 27 ans aujourd'hui, mais tout ce gâchis a commencé quand j'avais 10 ans. C'est à ce moment-là que ma sœur, Lily, a été diagnostiquée avec une maladie génétique rare qui nécessitait des soins médicaux constants et une surveillance permanente. Je ne vais pas minimiser la gravité de la chose. Elle était vraiment malade et avait besoin d'aide. Mais ce qui s'est passé ensuite? C'est là que mes parents ont montré exactement qui ils étaient vraiment. Au lieu de trouver un moyen de gérer les 2 enfants, comme le feraient des parents normaux, ils ont fait un choix. Ils m'ont assis dans notre salon un après-midi, et m'ont annoncé que j'allais vivre chez grand-mère et grand-père pour un petit moment, afin qu'ils puissent se concentrer sur le traitement de Lily. Ce petit moment s'est transformé en 9 ans. 9 ans. J'avais 10 ans quand ils m'ont déposé chez mes grands-parents, avec 2 valises et un tas de promesses sur le fait qu'ils viendraient me voir tout le temps. Et que ce n'était que temporaire. Spoiler, ils ont menti. Ma mère m'a serré dans ses bras, m'a dit d'être fort, et puis ils sont partis en voiture. C'était tout. Pas de regard en arrière, pas d'hésitation, juste parti. Les premiers mois, je n'arrêtais pas de penser qu'ils viendraient me chercher d'un jour à l'autre. Je faisais mes valises tous les vendredis, en pensant que ce week-end serait peut-être le bon. Ma grand-mère me trouvait assis sous le porche avec mon sac à dos, en train d'attendre. Après environ 6 mois, j'ai arrêté de faire mes valises. Après 1 an, j'ai arrêté de demander quand ils revenaient. À la 2e année, j'avais cessé d'y penser pendant la journée. La douleur est devenue un bruit de fond constant, comme des acouphènes, mais émotionnels. Le CM1 a été dur. J'étais le nouveau dans une nouvelle école, vivant avec mes grands-parents dans un quartier où tout le monde avait une famille normale. Les enfants me demandaient pourquoi je ne vivais pas avec mes parents. Et qu'est-ce que j'étais censé répondre? Ça ne passait pas très bien auprès des gamins de 10 ans. J'ai commencé à me battre. Pas parce que j'étais un mauvais gosse, mais parce que j'étais en colère et que je ne savais pas comment gérer ça. Un gamin disait quelque chose sur mes parents, je craquais, et l'instant d'après, on se retrouvait dans le bureau du directeur. Grand-père a dû venir me chercher 3 fois en 2 mois. Il n'a jamais crié, cependant. Il m'assurait simplement à chaque fois, m'expliquant que se battre n'allait rien arranger. C'est là que grand-père a commencé à m'apprendre la mécanique automobile. Tous les samedis, on était dans son garage à travailler sur quelque chose. Au début, c'était juste lui qui me montrait comment faire une vidange, vérifier la pression des pneus, des trucs de base. Mais en grandissant, on est passé à des projets plus importants. On a reconstruit un moteur entier quand j'avais 13 ans. Ça nous a pris 6 mois, mais on l'a fait. Travailler de mes mains, me concentrer sur un problème que je pouvais réellement réparer, ça m'a aidé plus que tout le reste. Voici ce qui me touche vraiment dans toute cette histoire. Mes grands-parents étaient de bonnes personnes. Des gens vraiment gentils et décents, qui ont pris le relais lorsque leur fils et leur belle-fille ont décidé d'effacer leur propre enfant de leur vie. Grand-père était mécanicien à la retraite et grand-mère avait été infirmière avant sa retraite. Ils n'étaient pas riches ou quoi que ce soit, mais ils se débrouillaient. Ils m'ont accueilli sans hésitation, ont restructuré toute leur retraite pour élever à nouveau un enfant, et ne m'ont jamais fait sentir que j'étais un fardeau. Ils avaient planifié toute leur retraite, voyager, rendre visite à des amis, se détendre après 40 ans de dur labeur. Au lieu de ça, ils m'ont eu moi, et ils ne se sont jamais plaints. Grand-mère plaisantait en disant que je la gardais jeune, et qu'avoir un enfant à la maison lui donnait un but. Grand-père disait qu'il était content d'avoir quelqu'un à qui transmettre ses compétences, mais je savais ce qu'ils avaient abandonné pour moi. Je connaissais les voyages qu'ils avaient annulés, l'argent qu'ils avaient dépensé pour moi au lieu d'eux-mêmes, le sommeil qu'ils avaient perdu à s'inquiéter pour un gamin qui n'était même pas censé être sous leur responsabilité. Mais ils avaient presque 70 ans quand j'ai emménagé. Ils ont fait de leur mieux. Mais soyons réalistes, il y a une énorme différence entre des grands-parents qui vous voient le week-end, et des grands-parents qui se retrouvent soudainement à jouer aux parents à temps plein. Le dos de grand-père n'était pas en bon état, alors il ne pouvait pas lancer un ballon de football ou faire beaucoup de trucs physiques qu'un gamin de 10 ans veut faire avec son père.
Grand-mère se fatiguait facilement. Il m'aimait, et je le savais. Mais ce n'était pas la même chose que d'avoir ses vrais parents près de soi. Mes parents appelaient peut-être une fois tous les 2 ou 3 mois. Les conversations suivaient toujours le même script gênant. Comment va l'école? Est-ce que tu es sage avec grand-mère et grand-père? Lily va mieux. On est si fiers de son courage. J'ai remarqué que je n'étais jamais inclus dans cette fierté, j'étais juste censé comprendre que ma sœur était plus importante que moi. À 10 ans, on attendait de moi que je sois assez mature pour accepter d'avoir été rétrogradé de fils à parents éloignés. Ces appels duraient peut-être 5 minutes maximum. Toujours sur haut-parleur. Toujours avec mes 2 parents qui me parlaient comme s'ils cochaient des cases sur une liste. Maman posait des questions sur l'école, je répondais par un mot. Papa demandait si j'avais besoin de quelque chose, je disais non. Puis il parlait de Lily pendant 3 minutes d'affilée. Ses traitements, ses progrès, à quel point c'était dur pour eux. Jamais, pas une seule fois, ils n'ont demandé à quel point c'était dur pour moi. Jamais ils n'ont reconnu que peut-être, possiblement, je souffrais aussi. Je me souviens d'un appel quand j'avais 12 ans. Maman m'a demandé comment allait l'école et j'ai vraiment essayé de lui parler de ce projet que j'avais fait sur le système solaire. J'avais eu un A. Le professeur avait dit que c'était le meilleur de la classe. J'en étais fier, mais après environ 30 secondes d'explication, maman m'a coupé la parole avec « C'est merveilleux chérie, mais on doit y aller. Lily a un rendez-vous dans 20 minutes. » Clic et c'était tout. Elle ne pouvait pas m'accorder 5 minutes pour écouter parler de quelque chose dont j'étais vraiment fier. Ils sont venus me rendre visite exactement 3 fois en ces 9 ans. 3 fois. La première visite a eu lieu environ 8 mois après qu'ils m'aient déposé. Ils sont restés 4 heures, ont passé la majeure partie du temps sur leur téléphone à prendre des nouvelles de l'équipe soignante de Lily, et sont partis avant le dîner. Maman m'a serré dans ses bras en arrivant, a dit quelque chose sur le fait que j'avais grandi, puis m'a essentiellement ignoré pendant les 3 heures suivantes pendant qu'elle faisait les 100 pas en parlant au médecin. Papa a passé la majeure partie de la visite dans le jardin, sur son téléphone. Ils sont partis après le dîner sans rester pour la nuit. Ils ont dit qu'ils devaient rentrer au cas où Lily aurait besoin d'eux. La deuxième visite a eu lieu peut-être 2 ans plus tard, et a duré encore moins longtemps. Ils sont arrivés vers midi. Nous avons déjeuné dans une chaîne de restaurants où personne n'a parlé de quoi que ce soit de réel, et ils étaient partis à 15 heures. Cette visite, je m'en souviens parce que c'était 2 semaines après mon 13e anniversaire. Un anniversaire qu'ils avaient complètement oublié. Pas même une carte. Quand je l'ai mentionné au déjeuner, maman a eu l'air horrifiée et a promis d'envoyer quelque chose pour se rattraper. Elle ne l'a jamais fait. La 3e visite a été si brève et gênante que je m'en souviens à peine. Ça devait être la 5e ou 6e année. Ils sont venus le matin, se sont assis dans le salon pendant environ 1 heure pour faire la conversation avec grand-mère et grand-père, m'ont à peine parlé directement, puis sont partis. Je me souviens que papa a dit qu'il devrait faire ça plus souvent en franchissant la porte. Voix du narrateur, ils ne l'ont pas fait plus souvent. Les anniversaires. Je recevais une carte par la poste avec $20 à l'intérieur. Parfois ils se souvenaient d'appeler, parfois non. Mon 11e anniversaire, pas d'appel. Mon 13e, pas de carte. Mon 15e, ils ont appelé avec 3 semaines de retard et ont agi comme si c'était tout à fait normal. Désolé, chérie. Les choses ont été tellement chaotiques avec les traitements de Lily. Toujours une excuse. Toujours à propos de Lily. Noël, c'était la même histoire. Une carte générique, peut-être $50, un appel de 2 minutes où ma mère pleurait sur à quel point tout était dur pour eux. Pour eux. Jamais ils n'ont demandé à quel point c'était dur pour moi. Mon premier Noël chez grand-mère et grand-père, j'avais 11 ans. Je me suis réveillé en m'attendant, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais il y avait ce minuscule espoir que peut-être mes parents me surprendraient, se montreraient, passeraient la journée avec moi. Au lieu de ça, j'ai reçu un appel à 21 heures, où ils m'ont souhaité un joyeux Noël, avant de commencer immédiatement à parler du fait que Lily faisait enfin ses nuits à nouveau. Je suis allé me coucher ce soir-là et j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Grand-mère m'a trouvé le matin, les yeux encore rouges. Elle n'a rien dit, m'a juste serré dans ses bras et a préparé mon petit déjeuner préféré. C'est ce qu'elle était. Elle ne pouvait pas arranger la situation, ni faire revenir mes parents, mais elle pouvait faire des pancakes aux pépites de chocolat et s'asseoir avec moi pendant que je les mangeais. De petites choses comme ça signifiaient tout.
Vous savez ce qui bousille la tête d'un gamin? Regarder ses parents choisir son frère ou sa sœur plutôt que lui. Pas de la façon normale, ta sœur a besoin de plus d'attention en ce moment, mais de la façon où nous n'avons littéralement pas de place dans nos vies pour vous deux. Chaque fois que je voyais un père jouer à la balle avec son enfant au parc, ou une famille manger ensemble au restaurant, je sentais ce poids dans ma poitrine. Ça aurait dû être moi. J'étais censé être à leur place. L'école était bizarre. Les professeurs posaient des questions sur mes parents pendant les réunions, et je devais expliquer que je vivais avec mes grands-parents parce que ma sœur était malade. Les regards de pitié sont vite devenus lassants. Les autres enfants parlaient des vacances en famille ou de ce que faisaient leurs parents dans la vie, et moi je restais assis là, silencieux, faisant semblant de ne pas m'en soucier. Certains enfants demandaient pourquoi mes parents ne voulaient pas de moi. Cette question m'a hanté pendant des années. Voici ce qui m'a sauvé, cependant. Mes grands-parents n'ont jamais dit du mal de mes parents devant moi. Ils étaient frustrés, je pouvais le voir à la façon dont grand-mère devenait silencieuse et pinçait les lèvres après l'un de ses rares coups de fil, mais ils ne disaient jamais rien de directement négatif. Ils ont juste continué à être présents pour moi chaque jour. Grand-père m'a appris à changer l'huile, réparer un robinet qui fuit, faire des travaux d'électricité de base. Grand-mère m'a appris à cuisiner, faire la lessive, gérer l'argent. Il m'élevait pendant que mes vrais parents jouaient à la dinette avec un seul enfant. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé à travailler à temps partiel dans une épicerie locale, à emballer les courses et ramener les caddies. Salaire minimum, mais c'était à moi. J'ai économisé presque chaque centime. À 15 ans, j'avais une belle somme de côté. À 16 ans, je me suis acheté une Honda Civic d'occasion en liquide. Mes parents n'ont pas contribué d'un centime à tout ça. Ils ne savaient même pas pour la voiture avant des mois après l'achat. Le lycée, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'épanouir. J'ai rejoint l'équipe de lutte, quelque chose que je pouvais faire en solo sans avoir besoin de parents dans les gradins chaque semaine. Je suis devenu plutôt bon, aussi. J'ai intégré l'équipe universitaire dès ma 2e année. Je suis allé au régional en première et en terminale. La lutte est devenue mon exutoire pour toute cette colère et cette frustration que je portais depuis des années. Chaque match était une chance de me prouver quelque chose, même si ce n'était pas clair ce que j'essayais de prouver. Mon entraîneur, Coach Henderson, a vu quelque chose en moi dès le premier jour. C'était ce genre d'ancien marine bourru qui ne se laissait marcher sur les pieds par personne, mais qui se souciait vraiment de ses lutteurs. Un jour après l'entraînement, pendant ma première année, il m'a pris à part et m'a posé des questions sur ma situation. Je lui ai donné les bases, je vis avec mes grands-parents, parents concentrés sur ma sœur malade. Il a juste hoché la tête et a dit, d'accord, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens me voir. Ça signifiait beaucoup, plus qu'il ne le savait probablement. Coach Henderson est devenu une constante dans ma vie. Il me ramenait chez moi après l'entraînement quand le dos de grand-père était trop mauvais pour venir me chercher. Il me glissait des barres protéinées et des boissons pour sportifs quand il savait que l'argent était juste à la maison. Il n'en faisait jamais tout un plat, il le faisait, c'est tout. Quand j'ai intégré l'équipe universitaire en 2e année, il a été la première personne à me dire qu'il était fier de moi. Pas bon boulot, pas beau travail. Il a dit, je suis fier de toi. Je ne vais pas mentir, j'ai failli pleurer là, sur le tapis. Devinez à combien de matchs mes parents ont assisté? 0. Pas un seul. Mes grands-parents sont venus à chaque match auquel ils pouvaient physiquement assister. Grand-père apportait son coussin de siège pour son dos, et grand-mère apportait des collations pour l'équipe. Ils s'asseyaient dans les gradins et criaient plus fort que n'importe quel autre parent présent. Les parents des autres enfants venaient leur parler, leur dire quel bon lutteur j'étais, à quel point j'étais discipliné. Grand-mère rayonnait de fierté et disait, c'est notre garçon. Mais parfois, je regardais les autres lutteurs avec leurs parents dans les gradins, des pères filmant les matchs sur leur téléphone, des mères sautant et acclamant, des familles entières là pour soutenir un seul enfant, et je sentais ce poids familier dans ma poitrine. En terminale, je suis arrivé en finale régionale. Le plus grand match de ma carrière au lycée. J'ai perdu de 2 points contre un gars qui a fini par obtenir une bourse de division 1. C'était le meilleur match que j'ai jamais fait. En quittant le tapis, j'ai levé les yeux vers les gradins et j'ai vu grand-mère et grand-père debout en train d'applaudir. Coach Henderson est venu me serrer la main, m'a dit que j'avais tout fait correctement, et j'étais heureux. Je l'étais vraiment. Mais plus tard ce soir-là, seul dans ma chambre, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si mes parents savaient même que je faisais de la lutte. S'ils savaient que j'étais allé au régional.
s'ils s'en souciaient. Sur le plan académique, j'ai gardé la tête basse et j'ai fait le travail. J'ai maintenu une moyenne de 3,6 sans trop d'efforts. Je n'étais pas brillant ou quoi que ce soit, mais j'ai compris très tôt que les notes étaient mon ticket de sortie. Sortir de la situation, sortir de la petite ville, sortir de la douleur. Alors, je venais en cours, je faisais les devoirs, je passais les examens. Les professeurs m'aimaient bien parce que j'étais calme, fiable, je ne posais jamais de problème. Certains d'entre eux connaissaient ma situation petite ville, les nouvelles vont vite et ils prenaient parfois de mes nouvelles. Demandaient comment ça se passait à la maison, si j'avais besoin d'aide supplémentaire pour quelque chose. Je disais toujours que j'allais bien. C'était plus facile que d'expliquer. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec une moyenne de 3,6 et une bourse partielle de lutte pour une université d'État à environ 1 heure de route. J'ai été accepté dans leur programme de commerce. Pas la Ivy League ou quoi que ce soit de chic, mais c'était une école solide et je pourrais me le permettre avec la bourse, quelques prêts étudiants et un travail à temps partiel. Mes grands-parents m'ont organisé une petite fête de remise des diplômes juste eux, quelques voisins, mon entraîneur de lutte. Mes parents ont envoyé une carte. À ce stade, je n'étais même plus surpris ou blessé. J'étais juste insensibilisé. L'université, c'est là que tout a changé pour moi. J'étais loin de la maison où j'avais passé toute mon enfance en tant qu'enfant oublié. Je pouvais me réinventer. Personne là-bas ne connaissait mon histoire à moins que je ne la leur raconte. Je travaillais comme agent de sécurité de nuit dans une usine de fabrication, ce qui payait bien mieux que le salaire minimum et me permettait d'étudier pendant les heures calmes. Le quart de travail était de 23h à 7h, ce qui signifiait que je finissais le travail, prenais une douche rapide et allais directement au cours du matin. C'était brutal, mais c'était ma vie. Le boulot de sécurité était en fait parfait pour moi. La plupart des nuits étaient calmes. Je faisais mes rondes toutes les heures, vérifiais les serrures, surveillais les caméras, et sinon j'avais le temps d'étudier. Je m'asseyais dans le bureau de la sécurité avec mes manuels étalés, travaillant sur des problèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement ou révisant pour les examens. L'un des gardes plus âgés, Frank, m'avait pris en affection. Il m'apportait des sandwichs que sa femme avait faits, s'assurait que je ne m'endormais pas en service pendant les semaines d'examen. Je prenais une charge de cours complète chaque semestre, 15 à 18 crédits. La gestion de la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas la majeure la plus sexy, mais c'est pratique. Il s'avère que j'étais plutôt doué pour ça. Mes professeurs ont remarqué très tôt que je m'en souciais vraiment. Dès ma 2e année, j'avais attiré l'attention du professeur Martinez, qui enseignait la logistique avancée et avait des contacts dans l'industrie. Elle a commencé à me pousser à postuler pour des stages. L'été après ma 2e année, j'ai décroché un stage dans une entreprise de logistique régionale. Payé $15 de l'heure. J'avais l'impression d'avoir gagné à la loterie. Ce stage a mené à un autre en 3e année avec une plus grande entreprise. À ma dernière année, j'avais 2 stages à mon actif, et les entreprises qui recrutaient sur le campus étaient intéressées. C'est comme ça que j'ai eu l'offre d'emploi avant l'obtention du diplôme. L'entreprise était spécialisée dans la logistique pharmaceutique. Salaire de départ, $62 000 par an, plus d'argent que je n'avais jamais imaginé gagner. Quand j'ai reçu la lettre d'offre, je l'ai juste regardée pendant environ 1 heure. J'ai appelé mes grands-parents immédiatement. Grand-mère a pleuré. Grand-père était ému aux larmes. Ce soir-là, je les ai emmenés dans le restaurant le plus chic de la ville pour fêter ça. Je les ai regardés observer les prix du menu et me dire que c'était trop cher. Je leur ai dit que je m'en fichais, j'ai commandé tout ce qu'ils voulaient. J'ai obtenu mon diplôme universitaire à 23 ans. Grand-mère et grand-père étaient assis au premier rang, même si les genoux de grand-père étaient fichus et que grand-mère avait besoin d'un déambulateur à ce moment-là. Ils avaient tellement vieilli durant ces années. Ils avaient insisté pour venir. On ne manquerait ça pour rien au monde, avait dit grand-père. Je les ai vus pleurer pendant la cérémonie. J'ai regardé grand-mère prendre ce qui devait être 50 photos sur son vieux téléphone à clapet. Pendant ce temps, mes parents, que je n'avais pas vus en personne depuis cette 3e visite gênante quand j'avais peut-être 15 ans, étaient introuvables. Je ne les avais pas invités. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'avaient pas fait partie du voyage. Ils n'avaient pas le droit de se montrer pour le tour d'honneur alors qu'ils avaient sauté toute la course. Le travail était intense, mais bon. J'ai déménagé dans une ville à environ 2 heures de chez mes grands-parents. J'ai pris un appartement décent, j'ai commencé à construire une vie.
Je rendais visite à grand-mère et grand-père un week-end sur 2, je leur apportais des courses, j'aidais à la maison, je m'assurais qu'ils allaient bien. À ce stade, ils avaient tous les deux presque 80 ans et ralentissaient considérablement. J'avais commencé à chercher des résidences pour retraités à proximité où je pourrais les installer un jour, un endroit plus agréable que ce qu'ils pourraient jamais s'offrir par eux-mêmes. Maintenant, voici où ma sœur revient dans le tableau. Vous vous souvenez de Lily? La raison de tout ça? Elle a été malade de l'âge de 10 ans jusqu'à environ 17 ans. 9 ans de traitement, de chirurgie, de médicaments expérimentaux, tout le tralala. Et vers sa dernière année de lycée, elle est entrée en rémission. La maladie s'est juste arrêtée. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. Ils ont appelé ça un miracle. Peu importe. Elle allait mieux. C'est fantastique, non? J'étais sincèrement heureux qu'elle aille bien. Je ne suis pas un monstre. Ce n'est pas parce que j'ai été abandonné que je voulais que ma sœur souffre ou meure. Mais ce qui s'est passé ensuite est ce qui montre vraiment qui sont mes parents. Une fois que Lily est allée mieux, soudainement, mes parents se sont souvenus qu'ils avaient un autre enfant. J'avais 25 ans à ce moment-là. Je n'avais pas vécu avec eux depuis l'âge de 10 ans. 15 ans. Ils avaient manqué toute mon enfance, toute mon adolescence, ma remise de diplôme du lycée, ma remise de diplôme universitaire, chaque anniversaire, chaque étape importante, et maintenant ils voulaient revenir. Le premier contact est venu par Facebook, de tous les endroits possibles. Ma mère m'a envoyé une demande d'amis et un message, « Salut chérie, c'est maman. On a essayé de te joindre. Est-ce qu'on peut avoir ton numéro de téléphone? On adorerait renouer maintenant que les choses se sont calmées. Tu nous manques tellement. » J'ai fixé ce message pendant des jours. Maintenant que les choses se sont calmées, comme si toute mon existence avait juste été mise en pause, attendant qu'ils aient à nouveau du temps pour moi. Le « tu nous manques tellement » était particulièrement culotté. Comment quelqu'un peut-il vous manquer alors que vous avez activement choisi de ne pas le voir pendant 15 ans? Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé la demande d'amis, bloqué son compte. 2 semaines plus tard, mon père a essayé la même chose. Même type de message, même fausse chaleur. Bloqué lui aussi. Ensuite, ils ont essayé d'appeler chez mes grands-parents. Grand-mère l'a mentionné lors d'une de mes visites le week-end. Elle a été prudente à ce sujet. Elle n'a pas insisté, a juste dit qu'ils avaient appelé, demandant comment me joindre. J'ai dit à grand-mère que je les recontacterais quand je serais prêt. Elle a hoché la tête, compréhensive. Elle avait vu ce que leur abandon m'avait fait. Elle savait mieux que quiconque que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être réparé avec un simple coup de fil. Mais mes parents ne comprenaient pas le message. Ensuite, ils ont essayé d'envoyer une lettre chez mes grands-parents. Une lettre physique, comme si on vivait dans les années 1800. Grand-mère me l'a donnée non ouverte. Je l'ai jetée à la poubelle sans la lire. Cela a duré environ 6 mois. Ils étaient persistants. Je leur accorde ça. Finalement, ils ont dû faire des recherches parce qu'ils ont découvert où je travaillais. C'est là que les choses sont devenues vraiment bizarres. J'étais à mon bureau un mardi après-midi, travaillant sur un rapport de logistique d'expédition, quand notre réceptionniste a appelé mon poste. Il y a 2 personnes ici qui demandent à vous voir. Ils disent être vos parents. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pas d'excitation, de colère. Ils m'avaient réellement traqué jusqu'à mon lieu de travail. Qui fait ça? J'aurais pu refuser de les voir. J'aurais dû, probablement. Mais quelque chose en moi voulait affronter ça. J'avais passé 15 ans à être celui qu'on avait oublié. Le gamin qui n'était pas assez important pour qu'on reste près de lui. J'avais construit toute une vie sans eux. Et maintenant, ils étaient là, se pointant sans invitation parce qu'ils avaient décidé qu'il était temps de jouer à nouveau à la famille. Alors je suis descendu dans le hall, et ils étaient là. Ma mère et mon père, paraissant plus vieux que dans mes souvenirs, mais pas de beaucoup. Maman avait quelques cheveux gris maintenant. Papa avait pris du poids, avait des lunettes de lecture accrochées à la poche de sa chemise. Ils ressemblaient à des gens d'âge moyen ordinaire, mais pour moi, c'étaient des étrangers. Au moment où ils m'ont vu, le visage de ma mère s'est illuminé. Elle a commencé à marcher vers moi avec les bras tendus comme si elle allait me serrer dans ses bras. Mon père avait ce sourire bizarre sur le visage, comme si tout était totalement normal. Et c'est là que je l'ai fait. Je me suis arrêté de marcher et je leur ai lancé le regard le plus confus que je pouvais faire,
comme si j'essayais de comprendre qui étaient ces inconnus et pourquoi ils s'approchaient de moi. Je peux vous aider, ai-je demandé, la voix polie, mais complètement neutre, comme si je ne les avais jamais vus de ma vie. Les bras de ma mère sont tombés. Chérie, c'est nous. C'est maman et papa. J'ai penché la tête légèrement, jouant la confusion à fond. Je suis désolé. Je pense qu'il y a une erreur. Je ne vous connais pas. Le silence qui a suivi était magnifique. Le sourire de mon père a disparu. Ma mère avait l'air d'avoir été giflée. De quoi tu parles, a demandé papa, sa voix prenant ce ton tranchant qu'elle avait quand il était frustré. Nous sommes tes parents. J'ai secoué la tête, gardant mon expression parfaitement neutre. Non, vous ne l'êtes pas. Mes parents sont Walter et Diane. C'étaient les noms de mes grands-parents. Je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous êtes ici, mais vous devez partir. C'est mon lieu de travail. Arrête ça tout de suite, a dit ma mère, sa voix devenant tremblante. On sait que tu es contrarié, mais on peut tout expliquer. Madame, les jeux interrompus, gardant ma voix égale. Je vais devoir vous demander de partir. Je ne sais pas pour qui vous me prenez, mais je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit de tout ça. Je me suis tourné vers la réceptionniste. Sarah, peux-tu appeler la sécurité s'il te plaît? Ces gens perturbent le lieu de travail. Tu es ridicule, a craqué mon père. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. C'est là que j'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous m'avez élevé? C'est intéressant, parce que les personnes qui m'ont élevé vivent actuellement dans une petite maison à 2 heures d'ici. Ils ont presque 80 ans. Ce sont eux qui m'ont appris à faire mes lacets, m'ont aidé avec mes devoirs, sont venus à mes matchs de lutte, ont payé mes vêtements d'école, se sont assurés que j'avais à dîner tous les soirs. Ce sont eux mes parents. Vous n'êtes personne pour moi. Ma mère a commencé à pleurer. De vraies larmes. S'il te plaît. Nous avons dû faire un choix impossible. Lily était malade. Nous devions nous concentrer sur son traitement. Et j'espère qu'elle va mieux, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Mais ça ne change rien au fait que vous avez fait votre choix il y a 15 ans. Vous l'avez choisi elle. Vous avez choisi de me déposer et de m'oublier. Et c'est bon. Vous avez fait ce que vous pensiez devoir faire. Mais ne vous pointez pas ici après tout ce temps en espérant que je fasse semblant que vous êtes mes parents. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes plus depuis très longtemps. La sécurité était arrivée à ce moment-là. 2 gars que je connaissais assez bien pour avoir pris des pauses dans le bureau de la sécurité. Ils avaient l'air confus, mais professionnels. Tout va bien ici, a demandé l'un d'eux. Ces 2-là se sont présentés en prétendant être mes parents, ai-je dit calmement. Je ne les ai jamais vus auparavant. Ils causent un désordre. Pouvez-vous les escorter vers la sortie? C'est de la folie, a crié mon père. Nous sommes ses parents. Dites-leur. Les gardes de sécurité m'ont regardé. J'ai haussé les épaules. Je n'ai aucune idée de qui sont ces gens. C'est tout ce qu'il a fallu. Les gardes ont commencé à conduire mes parents vers la porte. Ma mère sanglotait complètement maintenant, tendant la main vers moi. Mon père était rouge de colère, criant encore à quel point j'étais ingrat, comment ils avaient tout sacrifié pour notre famille, comment je brisais le cœur de ma mère. Je suis resté là à les regarder partir. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, pas de colère, juste rien. Ils étaient des étrangers pour moi, et c'était la vérité. Les gens qui m'avaient élevé étaient grand-mère et grand-père. Ces 2-là, c'étaient juste des gens qui partageaient mon ADN. Après leur départ, Sarah, la réceptionniste, m'a regardé avec de grands yeux. C'était intense. Ça va? Je vais bien, ai-je dit. Et c'était vrai. S'ils reviennent, ne m'appelle pas. Demande juste à la sécurité de les faire sortir immédiatement. Ça marche, a-t-elle dit, semblant encore secouée. Je suis retourné à mon bureau et je me suis remis au travail. Mes mains ne tremblaient même pas. J'avais passé des années à construire des murs, à créer une vie où il n'existait pas. Et à ce moment-là, ces murs ont tenu bon. Mais ils n'ont pas abandonné. Bien sûr que non. Le contact suivant est venu par mon email professionnel. Mon père l'avait trouvé d'une manière ou d'une autre et m'avait envoyé ce long message sur à quel point ils étaient blessés, à quel point j'étais cruel, comment ils méritaient une chance de s'expliquer.
Je l'ai transféré au RH avec une note concernant un problème de harcèlement externe. Les RH ont bloqué son adresse email du système de l'entreprise. Ensuite, ils ont essayé de se présenter à mon appartement. Je vivais dans un immeuble sécurisé, donc ils ne pouvaient pas passer l'accueil, mais le portier m'a appelé un samedi matin pour me dire qu'un couple était en bas et demandait à me voir. Je lui ai dit que je ne connaissais personne portant ces noms et de ne pas les laisser monter. Il a dit qu'ils étaient là depuis 1 heure déjà. Je lui ai dit d'appeler la police s'ils ne partaient pas. Ils sont partis. Cela a duré environ 2 mois. Ils étaient implacables. Des lettres à mon appartement que je jetais sans ouvrir. Plus de tentatives sur Facebook à partir de comptes qu'ils créaient. Ils ont même essayé de contacter mon patron, ce qui était une énorme erreur car il m'a transféré leur email directement et m'a demandé si je voulais demander une ordonnance restrictive. Je lui ai dit que je gérais ça en privé. Le point de rupture est arrivé quand ils se sont présentés chez mes grands-parents. Là, ils ont franchi la ligne. J'étais là pour ma visite habituelle du week-end, aidant grand-père à réparer un tuyau qui fuyait sous l'évier de la cuisine, quand mes parents sont entrés. Grand-mère avait laissé la porte déverrouillée parce que je faisais des allers-retours avec des outils depuis le garage de grand-père. Ils sont littéralement entrés dans la maison comme s'ils en étaient propriétaires. J'étais sous l'évier avec une clé à molette quand j'ai entendu la voix de ma mère. « Walter, Diane, nous devons parler de notre fils. » Je me suis glissé hors de sous l'évier si vite que je me suis cogné la tête contre le tuyau. Mais la douleur n'avait pas d'importance. Je me suis levé, clé à molette toujours en main, et je suis entré dans le salon où mes grands-parents étaient assis sur le canapé, l'air extrêmement mal à l'aise. Mes parents se tenaient au milieu de la pièce comme s'ils s'apprêtaient à faire une sorte de présentation. « Vous devez partir, ai-je dit, la voix dure. »« Non, nous ne partirons pas tant que tu ne nous auras pas parlé, a dit mon père. Ça a assez duré. Je vous ai demandé plusieurs fois de me laisser tranquille. Vous vous êtes présenté à mon travail, chez moi, et maintenant ici. Vous me harcelez. Partez avant que j'appelle la police. Nous sommes tes parents, a crié ma mère. Tu ne peux pas juste faire semblant qu'on n'existe pas. Regardez-moi faire, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'appelle les flics. Vous avez 30 secondes pour sortir de cette maison. Vas-y, a défié mon père. Appelle-les. On leur racontera comment notre fils ingrat refuse même de nous parler après tout ce qu'on a sacrifié. Vous n'avez rien sacrifié, les jeux coupés. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi Lily. Vous avez choisi de m'abandonner pendant 9 ans. Et maintenant vous êtes en colère parce que je ne me prosterne pas pour vous accueillir à nouveau? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de vous retirer de ma vie pendant 15 ans et d'exiger ensuite que je fasse semblant que tout va bien. Ma mère pleurait encore. On pensait que tu comprenais. Lily était mourante. J'avais 10 ans. Ma voix était plus forte que prévu. J'étais un enfant qui avait besoin de ses parents, et vous m'avez largué ici et m'avez oublié. Avez-vous la moindre idée de ce que ça fait à un gamin? Savez-vous ce que c'est de regarder ses parents choisir son frère ou sa sœur plutôt que soi? De grandir en sachant qu'on n'était pas assez important pour qu'il reste? Ce n'est pas juste, a commencé mon père. J'ai ri. Vous voulez parler de justice? Parlons du fait que vous m'avez appelé peut-être 6 fois en 9 ans. Que vous m'avez rendu visite exactement 3 fois. Que vous avez manqué mes anniversaires, mes remises de diplôme, chaque moment majeur de ma vie. Que vous envoyiez des billets de 20 $ et des cartes comme si ça compensait le fait de ne pas être là. Que vous n'avez jamais demandé comment j'allais, comment allait l'école, si j'allais bien. C'était toujours à propos de Lily. Toujours. Elle était malade, a hurlé ma mère. Qu'est-ce qu'on était censé faire? Être des parents pour nous deux, ai-je hurlé en retour. Trouver une solution. Obtenir de l'aide. Il y avait des options qui n'impliquaient pas d'abandonner complètement un enfant. Mais vous avez choisi la facilité. Vous vous êtes concentré sur un enfant et avez effacé l'autre de votre vie parce que c'était plus simple. Eh bien, félicitations. Vous avez obtenu exactement ce que vous vouliez. Vous aviez un enfant sur lequel vous concentrez. Et maintenant qu'elle va mieux, vous ne pouvez pas simplement recharger votre sauvegarde et reprendre là où vous vous étiez arrêté avec moi. La pièce est devenue silencieuse. Mes grands-parents étaient assis là, l'air dévasté. Ils ne m'avaient jamais entendu parler de ces choses à voix haute. J'avais gardé tout ça en moi pendant si longtemps. Nous sommes désolés, a chuchoté ma mère.
Nous sommes tellement désolés. Nous pensions faire ce qui était le mieux. Le mieux pour qui, ai-je demandé. Parce que ce n'était certainement pas le mieux pour moi. Et vous savez quelle est la partie vraiment tordue? Je ne vous en veux même pas de vous être concentré sur Lily quand elle était malade. Je comprends. Elle avait besoin de vous. Mais ce que je ne peux pas pardonner, c'est à quel point vous m'avez complètement effacé. Vous auriez pu venir plus souvent, appeler plus souvent, être présent d'une manière ou d'une autre, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi de ne pas le faire, et ce choix a des conséquences. S'il te plaît, a dit mon père, et pour la première fois, il semblait sincèrement brisé. On essaie d'arranger les choses. Vous ne pouvez pas, ai-je dit simplement. Ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez pas me rendre mon enfance. Vous ne pouvez pas me rendre ces années. Vous ne pouvez pas effacer les dégâts d'avoir grandi en se sentant complètement indésirable par ses propres parents. Alors ouais, quand vous vous pointez maintenant en demandant à être réadmis, je vais vous traiter comme les étrangers que vous êtes, parce que c'est ce que vous êtes pour moi. Ce n'est pas vrai, a sangloté ma mère. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit en pointant mes grands-parents. Ce sont eux ma famille. Ce sont eux qui m'ont élevé, qui ont été présents chaque jour, qui ont sacrifié leur retraite pour s'occuper d'un enfant dont ils n'étaient pas obligés de s'occuper. Ce sont mes parents de toutes les manières qui comptent. Vous deux, vous n'êtes que des donneurs d'ADN qui ont été dépassés et qui se sont défilés. J'ai sorti mon téléphone à nouveau. J'appelle la police maintenant. Vous avez une dernière chance de partir volontairement. Mon père a attrapé le bras de ma mère. Allons-y. Ça ne sert à rien. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, ma mère s'est retournée une dernière fois. Et Lily? Tu ne veux pas connaître ta sœur? Ça m'a stoppé. Je n'avais même pas pensé à Lily dans tout ça. Quel âge a-t-elle maintenant? 17 ans? 18 ans? Elle vient d'avoir 18 ans le mois dernier, a dit ma mère doucement. Alors c'est une adulte. Si elle veut me contacter, elle le peut, mais c'est son choix à faire, pas le vôtre. Et pour info, je ne la blâme pour rien de tout ça. C'était une enfant malade qui avait besoin d'aide. Rien de tout ça n'est de sa faute. Mais ça ne change rien au fait que je n'ai aucune relation avec elle. Nous sommes des étrangers, aussi. Ils sont partis après ça. Grand-mère s'est immédiatement levée et m'a serré dans ses bras. Je me suis effondré dans ses bras, pleurant pour la première fois depuis des années à propos de tout ça. Grand-père était assis là, les larmes coulant sur son visage. Il savait que tout cela était sous la surface, mais m'entendre le dire à voix haute, ça leur a fait un choc. Tu as fait ce qu'il fallait, a dit grand-père finalement. Te défendre? Après ce jour-là, mes parents ont finalement semblé comprendre le message. Les tentatives de contact ont cessé. Plus d'apparitions inopinées, plus d'emails, plus de lettres, juste le silence. Environ 3 mois plus tard, j'ai reçu un message Facebook d'un compte que je ne reconnaissais pas. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était de Lily. Sa photo de profil était une photo de remise de diplôme récente. Elle avait fini le lycée, avait l'air en bonne santé et heureuse. Le message était simple, « Salut, je sais qu'on ne se connaît pas, et je n'essaie pas de forcer quoi que ce soit. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé à cause de moi. Je n'ai pas demandé à papa et maman de t'abandonner. Et si j'avais été assez âgé pour comprendre ce qui se passait, j'aurais fait quelque chose. Je comprends si tu ne veux pas entendre parler de moi. Mais je voulais que tu saches que je ne pense pas que ce qu'ils ont fait était correct. Tu méritais mieux. Si jamais tu veux qu'on se voit ou qu'on parle, je suis là. Pas de pression, Lily. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Elle avait raison. Rien de tout ça n'était de sa faute. Elle n'était qu'une enfant malade prise au milieu de parents qui ont géré une situation impossible de la pire des manières possibles. J'ai répondu, merci de m'avoir contacté. J'apprécie tes excuses, mais sache juste que ça n'a jamais été à propos de toi. Tu étais malade. Tu avais besoin d'aide. Je comprends ça. Ce que je n'ai pas pu digérer, c'est que maman et papa m'aient complètement rayé de leur vie au lieu de trouver un moyen d'être là pour nous deux. Je n'ai pas de rancune envers toi spécifiquement, mais je ne te connais pas vraiment non plus. Nous sommes essentiellement des étrangers qui partagent le même ADN. Si tu veux prendre un café un de ces jours et juste discuter, je suis ouvert à ça, mais je ne cherche pas à avoir soudainement une relation avec maman et papa à travers toi.
Cette porte est fermée. Elle a répondu presque immédiatement, je comprends. Et je ne suis pas une messagère pour eux. J'ai mes propres problèmes avec la façon dont ils ont géré tout ça, honnêtement. J'aimerais bien prendre un café si ça te dit. Juste nous. Pas d'attente. Quant à mes parents, je ne leur ai pas parlé depuis ce jour chez mes grands-parents. Ils ont fait quelques tentatives supplémentaires après ça via Lily, qui les a rembarrés à chaque fois. Il a dit que la porte était fermée, et je ne vais pas me mettre au milieu de ça, leur disait-elle. Aux dernières nouvelles, ils avaient déménagé dans une maison plus petite dans une autre ville. Apparemment, ils avaient dépensé tellement d'argent pour les soins médicaux de Lily au fil des ans qu'ils étaient assez fauchés. Ils avaient tous les deux continué à travailler, mais entre les factures médicales et probablement le fait qu'ils avaient essentiellement vécu pour un seul enfant pendant une décennie, ils n'avaient pas beaucoup d'économies. Ils envisageaient de travailler jusqu'à la fin de la soixantaine, peut-être le début des années 70.